XVIIe siècle. Merci. Bien, bonjour à tous. Pardonnez-moi d'arriver un petit peu tardivement dans ce colloque, mais juste à l'heure visiblement pour ma communication. Voilà, j'étais encore ce matin avec des étudiants. Donc pour traiter de ce sujet au titre balsacien, splendeur et misère de l'hôpital dans la France du XVIIe siècle, je vous propose en guise d'introduction d'essayer de réfléchir à la définition que l'on pourrait donner de l'hôpital au XVIIe siècle. Il se trouve que c'est une notion extrêmement difficile à saisir et le pouvoir royal lui-même, malgré un certain nombre d'enquêtes nécessaires à la réforme des hôpitaux, peine lui-même à saisir de quoi il s'agit précisément. Le vocabulaire lui-même est incertain. On parle alors d'hôtel-dieu, de maison-dieu, d'hôpital général, de charité, d'aumônerie, de providence, d'hospice, de maison des pauvres. Le vocabulaire est multiple pour désigner cette réalité. Les publics eux-mêmes qui sont accueillis au sein de l'hôpital sont extrêmement variés. Les malades au sens moderne n'en forment qu'une infime partie, à côté des pauvres, des vieillards, des mendiants, des enfants abandonnés, des invalides, etc. De même, l'hôpital, dans ses fonctions, est lui aussi varié. Il sert à soigner les corps, mais aussi les âmes, à éduquer les enfants, offrir un toit aux pauvres malades de passage, mais encore à renfermer les populations indésirables, mendiants ou prostituées. L'hôpital apparaît ainsi comme une réalité multiforme qui échappe à tout effort de définition. Par ailleurs, le XVIIe siècle qui nous intéresse aujourd'hui hérite d'une situation pour le moins catastrophique léguée par le siècle précédent. Malgré tout, le XVIe siècle, qui n'a pas la réputation d'être un grand siècle hospitalier, a engagé un certain nombre de réformes que le XVIIe allait porter à terme, en particulier dans le climat de la réforme catholique, qui met l'accent sur les œuvres et particulièrement sur l'assistance aux pauvres malades et aux enfants abandonnés. Réforme qui stimule l'activité des pouvoirs constitués, la monarchie, l'Église, le clergé, les villes, mais aussi les investissements et les dévouements privés. Et en cela, les milieux dévots, dont a fait partie Jérôme Le Royer, sont particulièrement actifs et jouent un rôle clé dans l'introduction de communautés religieuses dans ces hôpitaux. Ces communautés contribuent à la fois à la professionnalisation des soins donnés à l'hôpital, mais aussi à sa confessionnalisation, l'hôpital étant envisagé comme un lieu d'instrument du salut. Et ce sont ces trois aspects que je souhaiterais développer cet après-midi. D'une part, la refonte de l'offre hospitalière, d'autre part, le rôle des milieux dévots, et enfin, la confessionnalisation de l'hôpital. Alors commençons par l'offre hospitalière en ce début du XVIIe siècle. La seule cartographie sérieuse dont on dispose ne date pas du XVIIe siècle, mais de la fin de l'Ancien Régime et de la grande enquête lancée par le comité de secours de l'Assemblée législative en 1791-1792 et qui a fait l'objet d'une étude de Muriel Georgère dans les Annales en 1977. Donc je vais partir de cette photographie, mais on peut, une fois qu'on aura dressé le tableau à la fin de l'Ancien Régime, voir quels sont les legs du XVIIe siècle. Muriel Georgère distingue trois types d'hôpitaux. Premier type d'hôpital, ce qu'elle appelle l'hôpital au sens large, petit hôpital de campagne. C'est la définition la plus large et c'est une structure qui a surtout une vocation assistentielle. Elle remplit les fonctions d'assistance dévolues aux paroisses. Ces hôpitaux sont multiformes. Ce sont souvent simplement une salle avec 1, 2, 3, 4, 5 lits dans une pièce commune où l'on recouvre où on abrite de manière indifférenciée pauvres et malades, parfois pauvres de passage. Ces hôpitaux sont essentiellement à la destination des habitants du village ou de la paroisse. Ils peuvent aussi servir de lieu de distribution, de base de distribution pour des secours à domicile, en médicaments, mais aussi en vivres ou en vêtements. Donc la fonction principale, on pourrait dire, de ces petits hôpitaux, c'est de venir en aide plutôt que de soigner. Deuxième type d'hôpital, l'hôtel-dieu, qui correspond à la structure la plus proche de ce que l'on appelle l'hôpital aujourd'hui. Sa fonction principale est de soigner. Il est ouvert à tous, géographiquement, quel que soit son lieu de naissance ou de domicile. En revanche, ces hôpitaux excluent un certain nombre de populations de ces soins, les vénériens, les femmes enceintes, les fous, par exemple, précisément pour se concentrer sur le soin des malades.
Enfin, troisième structure, ce que l'on appelle les hôpitaux généraux, qui font leur apparition au XVIIe siècle et qui correspondent à la grande politique monarchique de renfermement des pauvres, principalement des mendiants, mais qui servent aussi, si vous me passez l'expression, de dépotoir de toutes les catégories de malades rejetés de l'Hôtel-Dieu. Ils servent aussi à abriter les enfants trouvés. Alors, si l'on considère ces trois catégories d'hôpitaux, on a à peu près à la fin de l'Ancien Régime 2000 hôpitaux en France, 1300 hôpitaux au sens large, petits hôpitaux polyvalents, environ 400 hôtels-dieux et 170-180 hôpitaux généraux. La répartition de ces hôpitaux sur le territoire français n'est évidemment pas égale et fait rejouer la fameuse ligne Saint-Malo-Genève, la France du Nord-Ouest étant plus équipée que celle du Sud-Ouest, même si on a des fortes concentrations d'hôpitaux partant du bassin parisien le long d'un sillon Saône-Rhône et puis sur le pourtour méditerranéen. La géographie de l'hôpital est aussi une géographie urbaine. Les hôpitaux sont principalement implantés dans les villes, c'est-à-dire de plus de 2000 habitants, ou les gros bourgs, essentiellement les hôtels-dieux et les hôpitaux généraux. Les petits hôpitaux, eux, pouvant peut-être se trouver dans les campagnes. Ce qui fait que si l'on regarde maintenant non pas le nombre d'hôpitaux mais le nombre de lits disponibles, on se rend compte que les petits hôpitaux dont je vous ai parlé forment 70% des établissements mais seulement 25% des lits disponibles. Ce sont des hôpitaux qui groupent souvent moins de 10 lits. En revanche, les hôtels-dieux, 40% des hôtels-dieux ont entre 20 et 80 lits. Ce sont donc des structures beaucoup plus importantes. Si l'on maintenant considère la Sarthe, en prenant le département issu de la Révolution, on se rend compte qu'il y a une bonne relation entre le nombre d'hôpitaux et la population. En effet, plus la population est dense, plus elle suscite d'hôpitaux. En revanche, la relation n'est pas bonne entre le nombre de lits et cette même population. Ça veut dire en clair qu'il y a beaucoup de petits hôpitaux en Sarthe, mais dans les campagnes, alors qu'il y a peu d'hôpitaux importants dans les villes capables d'offrir un nombre de lits suffisant. Donc la Sarthe finalement est plutôt mal équipée en capacité véritablement hospitalière en hôtel-dieu à la fin de l'Ancien Régime, donc plus encore au début du XVIIe siècle. Alors quels sont à partir de là les traits caractéristiques? Qu'est-ce que le XVIIe siècle a apporté aux hôpitaux? Il me semble que le premier élément important, c'est une simplification du réseau hospitalier. Tous ces hôpitaux dont je vous ai parlé, petits hôpitaux, beaucoup disparaissent ou ont disparu entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. Ils sont victimes des guerres civiles, des guerres de religion, de la hausse du prix des denrées, de la croissance du nombre de pauvres. Beaucoup de bâtiments sont en ruine, les rentes et fondations de ces hôpitaux se sont effondrés ou ont été détournés par leurs bénéficiaires. Un certain nombre d'hôpitaux spécialisés aussi ont disparu. Toutes ces léproseries, maladies du Moyen-Âge ne sont plus vraiment utiles à la fin du XVIe siècle. Les pèlerinages en Terre Sainte ont diminué, la lèpre a quasiment disparu et donc ces hôpitaux disparaissent également. Dans les villes, on observe aussi des fusions d'hôpitaux qui se regroupent. Par exemple, à Bordeaux, où il y avait 5-6 hôpitaux à la fin du XVIe, il n'en reste plus que 2 principaux au début du XVIIe. Alors cette simplification de l'offre hospitalière est portée également par le pouvoir royal, qui cherche notamment à contraindre, par un édit de 1612, les administrateurs d'hôpitaux à présenter leurs comptes et faire enregistrer les actes par la justice royale. Une chambre générale de réformation des hôpitaux y travaille et elle encourage aussi à la laïcisation des administrations hospitalières. Il s'agit pour les villes de reprendre la main sur la gestion de leurs hôpitaux et d'écarter tous ces prieurs et bénéficiaires qui profitaient des revenus des hôpitaux sans forcément remplir les fonctions hospitalières. Deuxième élément aussi apporté au crédit du XVIIe siècle, après la simplification de l'offre hospitalière, c'est un mouvement de création d'hôpitaux. Le mouvement s'amorce dans les années 1620, 1630 et 1640, donc sur une génération, et prend toute son ampleur dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Contre une présentation souvent un peu atone du XVIIIe siècle, il faut noter que le XVIIIe siècle prolonge ce mouvement de réforme hospitalière. C'est moins le siècle de la charité que de la philanthropie, mais les élites philanthropiques dans les villes continuent aussi à créer des hôpitaux et même à y faire venir des communautés religieuses. Alors si on prend le cas de l'Anjou, je ne sais pas s'il en a été question pour les hôpitaux, donc je ne veux pas... non. Donc un petit mot sur l'Hôtel-Dieu d'Angers et sur l'offre hospitalière dans l'Anjou. L'Hôtel-Dieu d'Angers est fondé au XIIe siècle.
Mais il est dans un état de complète désolation à la fin du XVIe. Et l'on voit la ville, par de multiples procès, entamés dès le milieu du XVe siècle, tenter de reprendre la main contre les religieux qui le desservent plutôt mal. Et cela finit par aboutir à l'introduction des Filles de la Charité, les Sœurs de Saint-Vincent de Paul, en 1639, qui réorganisent le service hospitalier. En 1645, on a une description de l'hôpital. Vous avez cette grande salle centrale, divisée en deux dans le sens de la longueur, avec 110 lits d'hommes d'un côté, 112 de femmes de l'autre, plus un certain nombre de salles spécialisées, ce qui fait que l'hôpital est plein et présente environ 360 lits après cette réorganisation. Autre exemple de réorganisation, à Château-Gontier, l'hôpital Saint-Julien est totalement détruit par le siège de 1593. Les religieuses qui le desservaient le quittent et s'installent ailleurs et salarient deux gouvernantes pour s'occuper plus ou moins bien ou plus ou moins mal des malades. La ville reprend en main l'hôpital en 1613 et y nomme 3 administrateurs pour le réorganiser. Dans d'autres paroisses, apparaissent des hôpitaux qui n'existaient pas auparavant. Par exemple à Baugé, une pieuse fille se fait attribuer un terrain en 1639 par la ville et cherche à y fonder un hôpital, ce qu'elle réussit à faire grâce à la dotation que lui apporte une riche dévote, et c'est ce qui conduit en 1650 à l'arrivée des hospitalières de la Flèche pour desservir cet hôpital. Troisième élément apporté aussi au crédit du XVIIe siècle, une réorganisation des bâtiments et une architecture qui marque les hôpitaux. Et pour bien comprendre cette architecture hospitalière, il faut se replacer dans le climat de la réforme catholique, qui est aussi une réforme morale, et il s'agit de soigner non seulement les corps, mais aussi les âmes, préparer les malades à bien mourir, ou s'ils survivent à leur passage à l'hôpital, qu'ils s'engagent à une vie chrétienne. Donc dans ce climat spirituel, la séparation des hommes et des femmes, sur le modèle que je vous ai décrit, l'Hôtel-Dieu d'Angers, se répand un petit peu partout. On ne mélange pas les sexes. Quand on rebâtit des hôpitaux, vous avez deux types de plans en général. Soit un plan en quadrilatère, inspiré des couvents. C'est par exemple le plan de l'hôpital Saint-Louis qui est rebâti dans les années 1600 à Paris, mais on le trouve aussi à Dole ou à Grenoble, ou bien un plan en croix avec une chapelle centrale sous un dôme, ce qui permet aux malades des 4 L de voir l'autel depuis leur lit. Donc il s'agit de pouvoir assister évidemment à la messe sans se déplacer. Dans les hôpitaux plus simples, une chapelle est accolée à l'hôpital, mais elle est toujours présente. Et les contrats de fondation au XVIIe siècle prévoient toujours de doter l'hôpital d'un aumônier, et donc de lui garantir des revenus. Ce qui parfois donne lieu à des contrats extrêmement précis, notamment avec les religieuses ne voulant pas, par exemple, préparer les repas de l'aumônier. Ces mêmes hôpitaux sont investis par des confréries d'hommes ou de femmes qui se chargent, en complément du personnel hospitalier, de visiter les malades, de les catéchiser, de les préparer à la réception des sacrements, à la mort. Ils offrent des messes, mais aussi des livres de piété, des images, des crucifix à mettre au-dessus de chaque lit. Et à Lyon, par exemple, la Compagnie du Saint-Sacrement, dont je vais vous reparler, joue un rôle... Ah, vous en avez déjà beaucoup parlé. Bon. Vous m'arrêterez si je répète des choses qui ont été dites. Donc cette dimension morale de l'hôpital nous introduit à mon deuxième point sur le milieu dévot et son rôle au XVIIe siècle. Dévot, qui vient du latin devotus, une personne dévouée à Dieu, a un tout autre sens dans le climat au XVIIe siècle de la réforme catholique. Il désigne plutôt des laïcs, hommes ou femmes, avides de perfection spirituelle. Cette idée que cette perfection n'est pas réservée au clergé, elle est possible dans tous les états de vie, y compris chez les laïcs. Alors ces laïcs se dotent de livres de dévotion, l'imitation de Jésus-Christ, ou bien l'introduction à la vie dévote de François de Sales, essentiellement pour les femmes. Ce qui a conduit l'abbé Bremont à parler d'invasion mystique, mais cette invasion mystique, je crois qu'on peut aussi lui accoler un autre terme, celui d'invasion missionnaires, ces laïcs ne cherchant pas uniquement leur perfection spirituelle, mais cherchant aussi à transformer la société, à la christianiser. Et en cela, ils s'inscrivent dans la continuité des ligueurs du siècle précédent qui voulaient extirper l'hérésie du royaume de France. Alors cette exigence spirituelle des dévots, qui est aussi sociale, se traduit par la constitution d'associations dans lesquelles ils se retrouvent. Donc la plus connue, c'est la Compagnie du Saint-Sacrement,
Donc je ne sais pas ce que j'en dis ou redis. Bon, quelques mots sur cette compagnie. Son objectif est de travailler à la gloire de Dieu par tous les moyens. C'est une citation. D'adorer Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement de l'autel et dans cette discrétion de cette dévotion, agir aussi de manière discrète, voire secrète, notamment pour faire appliquer en France les décrets du Concile de Trente qui n'ont pas été reçus officiellement. C'est donc, on pourrait dire, à la fois une confrérie de piété, mais aussi de charité. Elle regroupe des laïcs, mais aussi des clercs, chaque semaine. C'est plutôt une compagnie d'hommes, même s'il y a eu quelques tentatives de compagnie féminine, et on en compte à peu près 4000 à son apogée. Elle a été bien étudiée dans un ouvrage d'Alain Talon. Alors on retrouve dans cette compagnie à la fois des nobles et des représentants de ce que l'on appelle la bourgeoisie d'office, qui est souvent une bourgeoisie en voie d'anoblissement, membres de parlements, de cours souveraines ou de juridictions locales, par exemple les présidiaux. Et ce que montre bien Alain Talon, c'est que ces hommes chargés au quotidien d'administrer la justice, de la rendre, de lever des impôts, sont des hommes qui sont au contact quotidien de la réalité sociale et de la pauvreté, ce qui permet de comprendre leur investissement dans les œuvres de miséricorde qui sont en plus mises en avant par le Concile de Trente. Donc à côté de ces robins, une bourgeoisie aussi plus marchande parfois, ça dépend des lieux, on la trouve par exemple à Lyon. On a donc un milieu social assez homogène qui favorise par cette proximité, ces contacts, le développement des filiales depuis Paris dans toute la France. Et l'on voit que Orléans est gagné dès 1632, Angers 1633, La Flèche 1635, Blois 1636. Un pas est franchi et la compagnie s'installe aussi dans le Midi, à Aix et Marseille dès les années 1630 grâce à un évêque qui est un confrère du Saint-Sacrement. On retrouve la même chose à Cahors et Tulle grâce à un membre de la compagnie nommé évêque. Alors quel est le profil type de cette association? Je cite Alain Talon, une petite association de notables qui gère au quotidien l'action catholique de sa ville, donc c'est un vocabulaire un peu plus contemporain, tout en ayant en réserve quelques grands projets comme un séminaire ou un hôpital général. Dans le cas de Jérôme Leroyer, on pourrait peut-être ajouter une congrégation religieuse et une mission à l'étranger. Donc des milieux sociaux assez étroits, qui reposent sur une interconnaissance forte. Ce sont aussi des milieux familiaux très soudés. À Grenoble, par exemple, la Compagnie du Saint-Sacrement s'appuie uniquement sur 3 ou 4 parentèles. À Paris, un certain nombre de grandes familles de robles, comme les Lamoignon, jouent un rôle important. Donc monsieur fait partie de la Compagnie du Saint-Sacrement, son épouse est dame de charité de l'Hôtel-Dieu, et donc contribue de cette manière à l'action catholique dans ces villes, et notamment contribue à faire venir des congrégations religieuses. Dans mon travail sur les filles de la charité, on voit qu'ils sont très actifs pour les faire venir dans les hôpitaux. Alors, souvent issus de la noblesse, c'est aussi un geste social que celui de s'intéresser à l'hôpital, aux pauvres, ou de faire venir des filles de la charité. C'est la tradition de protection du Seigneur sur ces terres vis-à-vis de ceux qui y vivent. C'est aussi une manière d'illustrer leur nom, la race, par leur libéralité. Donc à côté de la Compagnie du Saint-Sacrement, on a aussi des sociabilités issues du collège qui sont très présentes dans les milieux dévots, et en particulier des collèges jésuites, les congrégations mariales étudiées par Louis Châtelier dans l'Europe des dévots, et puis les fameuses AA, Associatio Amicorum, où l'on retrouve aussi ces mêmes exigences de piété et d'apostolat. Donc je pense qu'on a suffisamment parlé de Jérôme Leroyer pour ne pas en redire un mot ici, à La Flèche et sur son lien aux jésuites. Troisième association, les confréries, qui connaissent un grand développement dans l'Europe de la Réforme catholique et qui sont bien connus par les travaux récents de Marie-Hélène Frochelet-Chopard ou Bernard Dompnier. Alors une confrérie, qu'est-ce que c'est? Une définition simple, c'est une association de laïcs, mais une association volontaire, c'est-à-dire de laïcs qui ne se contentent pas des obligations minimales pour être catholiques et qui se livrent en commun, sous la conduite d'une règle, à des exercices de piété ou à des œuvres charitables. Donc des laïcs qui veulent un petit peu plus que l'ordinaire paroissial. On a de très nombreuses confréries de métiers dans la France d'Ancien Régime, mais donc la caractéristique du XVIIe siècle, c'est cette invasion mystique ou missionnaire de confréries de piété, certaines portées par des congrégations religieuses, les dominicains pour la confrérie du Rosaire, les jésuites pour les confréries du Saint-Sacrement, les confréries de charité portées par la congrégation de la mission de Monsieur Vincent, avec une
petite originalité dans ces confréries de la charité vincentienne, c'est qu'au lieu d'être tournées d'abord vers les confrères, qui se prêtent une assistance spirituelle et éventuellement charitable, elles ont d'abord pour objectif de venir en aide aux pauvres. Notons aussi que dans le sud-est de la France, par exemple dans la généralité d'Aix, vous avez de très nombreuses confréries dites du Saint-Esprit qui ont une fonction héritée du Moyen-Âge qui est aussi hospitalière. Je voudrais prendre juste un exemple, celui de Langres, qui est le milieu d'origine de Jeanne Mance, et donc qui peut nous intéresser ici, et qui a été étudié par Georges Viard. On retrouve des éléments tout à fait comparables à la Flèche. L'installation de communautés nouvelles, masculines ou féminines, les capucins, les oratoriens, les jésuites, les ursulines, les annonciades, les dominicaines, l'existence d'une confrérie de dévotion, dite du Saint-Sacrement, où l'on retrouve les Manses, justement, l'implantation d'une filiale de la Compagnie du Saint-Sacrement, le milieu robin, Jeanne Mance est la fille d'un procureur. Mais ce qui permet de passer à une échelle qui sort de l'échelle locale, c'est le lien avec les milieux parisiens. On le trouve dans le cas de Jeanne Mance et on le trouve aussi dans le cas de Jérôme Leroyer. Alors quel rôle ces dévots, plus précisément, ont-ils joué dans la réforme des hôpitaux ? Ce qu'il faut bien comprendre avant de rentrer dans ce rôle-là, c'est qu'il l'envisage à la fois comme une œuvre de salut et comme un instrument de l'ordre social. L'œuvre de salut, j'en ai déjà parlé, ce sont les œuvres de miséricorde qui permettent de gagner le ciel, mais aussi de le faire gagner aux pauvres. Œuvre sociale, instrument de l'ordre social aussi, ça c'est très important dans l'action de la Compagnie du Saint-Sacrement et ce fameux renfermement des pauvres dans les hôpitaux généraux. Donc j'avance un petit peu. Et je passe directement à mon troisième point sur la confessionnalisation de l'hôpital au XVIIe siècle. Donc on a vu un petit peu quelle était l'offre hospitalière, on a vu le rôle des milieux dévots dans la réforme des hôpitaux. Il joue aussi un rôle dans la confessionnalisation de l'hôpital et notamment en y introduisant des religieuses. Alors le personnel hospitalier est essentiellement féminin au XVIIe siècle, à l'exception notable des frères de Saint-Jean-de-Dieu, et l'on peut distinguer 3 groupes d'hospitalières. Ceci est bien connu grâce à l'ouvrage de Marie-Claude Dinet-Lecomte. Premier groupe d'hospitalières, les hospitalières laïques. Ce sont donc des femmes laïques qui travaillent sous contrat avec un hôpital. Elles peuvent y recevoir des gages ou non, mais dans ce cas, elles sont nourries et entretenues par l'hôpital. Elles disposent de leurs propres biens. Elles peuvent se retirer de l'hôpital. Elles sont souvent pieuses et c'est par piété qu'elles rentrent au service des pauvres. Certaines y rentrent aussi par nécessité économique et perpétuent la tradition du Moyen-Âge des données. Elles se donnent à l'hôpital avec tous leurs biens en échange d'un toit et d'une sécurité jusqu'à la fin de leur jour, même quand elles ne seront plus en mesure de rendre des services. Alors elles ont des noms variés dans les contrats au XVIIe siècle. On les appelle gouvernantes, officières, mères, filles pieuses, dévotes, même parfois sœurs, ce qui fait qu'il n'est pas toujours facile quand on étudie des contrats de savoir si l'on a affaire à un groupe de 2 ou 3 laïcs ou à un petit groupe de religieuses. Si elles sont plusieurs, elles sont souvent unies par un contrat d'association, elles peuvent prononcer des vœux privés, elles prient ensemble, mais elles restent bien des laïques. Certaines de ces femmes se sont maintenues jusqu'à la Révolution française, surtout dans les petits hôpitaux qui n'avaient pas les moyens de faire venir jusqu'à eux des congrégations plus importantes. Malgré cela, la tendance est plutôt au reflux de ces hospitalières au début du XVIIe siècle. Alors soit qu'elles soient remplacées par des congréganistes, soit qu'elles-mêmes se transforment en congrégations séculières. Et c'est là le deuxième groupe de femmes qui desservent les hôpitaux, les congrégations séculières. C'est une nouveauté de la réforme catholique, en tout cas à cette échelle, et le modèle de ces congrégations, ce sont les filles de la charité, les fameuses cornettes qui n'étaient pas encore aussi hautes qu'elles ont pu l'être au XXe siècle. Alors ces sœurs, c'est une forme de vie consacrée, mais dans le siècle, donc mi-religieuse, mi-laïque, et d'ailleurs leur habit est un habit à l'origine laïque, mais qui tend à ressembler de plus en plus à un habit religieux. Elles ne prononcent pas de vœux solennels et donc elles ne sont pas astreintes à la clôture. Et c'est ça le véritable enjeu de ces congrégations, c'est pouvoir servir les malades dans un hôpital. Alors on peut servir des malades dans un hôpital avec une clôture, mais si on a une clôture, on ne peut pas sortir. Or, un des objectifs est aussi de sortir pour faire l'école aux enfants et aussi pour visiter les malades et les pauvres à domicile.
qui vient d'être traité par Madame. Ah bon, très bien. Et donc, Monsieur Vincent insiste beaucoup dans ses conférences au fil de la charité sur la notion de clôture intérieure, donc pas de clôture extérieure, mais une clôture intérieure. Et ce qui fait le succès des filles de la charité, pardon si je répète ce qui a déjà été dit, c'est que Monsieur Vincent adopte en fait une coquille juridique neutre, la confrérie. Il y en a tellement que ça n'inquiète personne et ça n'éveille pas les soupçons des prélats réformateurs. Et en revanche, il insuffle une véritable vie religieuse à l'intérieur de cette coquille. Et je me demande même si finalement la confrérie de Saint-Joseph que crée Jérôme Leroyer n'est pas un petit peu sur le modèle des confréries de charité vincentiennes, le prélude à la création de ces hospitalières de la Flèche. Alors, il y a aussi un élément social dans le succès de Monsieur Vincent, c'est que les filles de la charité étaient originaires de milieux sociaux extrêmement modestes. Et donc, elles n'ont pas besoin d'apporter une dot, donc qu'elles rentrent ou qu'elles sortent, ça n'inquiète pas beaucoup les familles. Dès qu'on a un recrutement social plus élevé, l'habitude est de doter les filles qui rentrent en religion. Si elles peuvent entrer et sortir, que devient la dot? Et est-ce qu'elles ne risquent pas ensuite de réclamer un héritage à leur père? Donc, il y a une pression aussi des familles vis-à-vis de la clôture qu'on ne retrouve pas dans des congrégations d'origine plus modeste. Alors, à côté des filles de la charité, il y a d'autres congrégations séculières extrêmement célèbres au XVIIe siècle, en particulier les hospitalières de l'Hôtel-Dieu à Lyon, qui sont très proches des religieuses par leur mode de vie, par leur habit. Elles ont même une cérémonie de croisure, mais qui restent des séculières. Et les administrateurs de l'hôpital y tiennent beaucoup, parce que du coup, ça garantit leur autorité sur les religieuses. Sinon, elles passent en partie sous une autorité extérieure, ecclésiastique, soit supérieur de congrégation, soit évêque, et il faut se méfier des évêques. Au XVIIe siècle, en tout cas. On est très sourcilleux sur le droit au XVIIe siècle et on engage volontiers des procès. Alors ce modèle qui est au point dans les années 1630 connaît véritablement son apogée dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Sous Louis XIV, Marie-Claude Dinet-Lecomte a recensé une trentaine de congrégations, dont un petit peu sur le modèle des filles de la charité, et c'est celui qu'empruntent les hospitalières de la Flèche. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir le passage des laïcs aux congrégations séculières. Et souvent, ce qui permet le passage de l'un à l'autre, c'est le rôle joué par un fondateur ou une fondatrice, donc essentiellement des ecclésiastiques, ce qui fait que le cas de Jérôme Leroyer est extrêmement rare, celui d'un laïc. Sur les 29 congrégations étudiées par Marie-Claude Dinet-Lecomte, 3 seulement sont fondées par des laïcs. Il y a un certain nombre de couples, au sens figuré et mystique, Vincent de Paul, Louise de Marillac, par exemple, des couples de laïcs, je crois qu'il n'y en a qu'un, Jérôme Leroyer, Marie de la Fère, dans la fondation d'une congrégation hospitalière. Troisième groupe, et je terminerai par là, les religieuses hospitalières, véritablement, donc de vraies religieuses, avec noviciat, vœux solennels, clôture, et souvent un quatrième vœu, que l'on peut retrouver dans les congrégations séculières, celui de stabilité et de service des pauvres malades. La communauté la plus répandue, ce sont les Augustines, qui ne forment pas un ordre avec maison mère et supérieur général, c'est plutôt une règle commune, la règle de Saint-Augustin, avec des variantes, chaque communauté desservant un hôtel-dieu et étant relativement autonome. Alors, même si elles sont autonomes, ça ne les empêche pas de se rendre service. Quand une communauté réussit à réformer un hôtel-dieu, souvent, un hôtel-dieu voisin va demander à des hospitalières de venir les aider, et ensuite elles repartent ou elles restent, mais elles gardent leur autonomie. Ce modèle réussissant, on voit apparaître malgré tout quelques familles d'Augustines autour d'hôtel-dieu, et c'est un petit peu le cas de la Flèche, puisque la Flèche envoie des religieuses dans d'autres hôtels-dieux dans ces années 1640-1660. Alors le glissement, je vous ai dit, des laïcs aux séculières est assez fréquent. En revanche, le glissement des séculières aux religieuses, lui, est rarissime. Et c'est ce qui a été traité. Et donc le cas ici des hospitalières de la Flèche est un cas atypique. En revanche, beaucoup plus banal est le milieu d'éclosion des hospitalières de la Flèche. C'est le milieu dévot, celui que représente Jérôme Leroyer. Alors pour conclure, à la fin de l'Ancien Régime, en 1790, on compte 55 000 femmes consacrées dans les ordres féminins en France. 55 000, mais 1 sur 10 seulement est une fille séculière. C'est-à-dire que le modèle dominant de la vie consacrée sous l'Ancien Régime, c'est le modèle religieux. Donc avec vœux solennels et clôture.
En revanche, la suppression par la Révolution française des congrégations, la critique faite par les Lumières de la vie contemplative, alors que l'on préfère la religion utile, le bon curé philanthrope, la bonne sœur, conduisent au XIXe siècle à une toute autre configuration. La vie consacrée féminine va littéralement exploser par rapport à l'Ancien Régime. On aura 3 à 4 fois plus de sœurs à la fin du XIXe siècle qu'à la fin de l'Ancien Régime, mais le modèle dominant cette fois, c'est celui de la fille séculière, celui de la fille de la charité, pour des congrégations anciennes ou des congrégations nouvelles, Bon Pasteur, Petite Sœur des Pauvres. Il s'est créé 400 congrégations dans la première moitié du XIXe siècle. Autre point de conclusion, l'hôpital dont j'ai essayé de vous entretenir n'est pas au XVIIe siècle cette machine à guérir qu'il est devenu aujourd'hui. En même temps, ce qui me paraît très intéressant, c'est d'observer que la professionnalisation des soins est passée par une confessionnalisation de l'hôpital. J'en ai pas parlé, mais ces sœurs sont souvent formées, elles savent saigner les malades, il y a des sœurs apothicaires, des sœurs infirmières, donc tout cela apporte une qualité des soins qui n'existait pas ou qui existait moins avant, mais donc la professionnalisation s'accompagne de la confessionnalisation. Et ce modèle-là perdure tout au long du XIXe siècle, il est remis en cause par les républicains dans les années 1880-1900, mais d'une certaine manière il perdure dans l'hôpital en France jusqu'aux années 1960-80 où les religieuses abandonnent les hôpitaux faute de vocation. Je vous remercie. Eh bien écoutez, c'est nous qui vous remercions.